Ton fils n'est pas notre petit-fils, a dit ma mère à l'hôpital. Je suis parti en silence, mais je suis revenu avec un avocat. Ils ont dû faire face aux conséquences. Je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais imaginé que les mots les plus douloureux que j'entendrais viendraient de ma propre mère. J'ai grandi dans une famille où ma sœur cadette, Amber, a toujours été la favorite. Pendant que je commençais à travailler à 16 ans pour aider à payer les factures, Amber recevait de nouvelles voitures pour ses anniversaires. Quand je suis allé à l'université, j'ai tout payé moi-même pendant que mes parents couvraient tous les frais de scolarité d'Amber. Amber est plus sensible. Elle a besoin de plus de soutien, disait toujours ma mère. À 22 ans, fraîchement diplômée avec un bon emploi dans l'administration de la santé, j'ai proposé de mettre mes parents sur mon régime d'assurance maladie d'employeur lorsque mon père a perdu son emploi. Ce qui était censé être temporaire est devenu permanent. Plus tard, lorsqu'Amber a temporairement perdu son régime de travail, mes parents m'ont supplié de l'ajouter juste pour quelques mois, ainsi que son mari, Greg. Comme toujours, le temporaire est devenu permanent. Même avec ce fardeau financier, j'ai continué à essayer de gagner l'approbation de mes parents. J'ai naïvement acheté une maison à seulement 15 minutes de la leur, croyant que la proximité physique pourrait compenser la distance émotionnelle. Je leur rendais visite 3 fois par semaine, j'apportais le dîner quand ils étaient malades. Amber ne venait que rarement, mais était toujours la fille parfaite dans les histoires que ma mère racontait à ses amis. Ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est que ma famille était extrêmement traditionnelle, pour utiliser un terme doux. J'ai grandi en entendant des commentaires préjugés sur les personnes d'autres ethnies, en particulier contre les personnes noires. J'ai essayé de remettre en question ces opinions parfois quand j'étais plus jeune, mais on me faisait toujours taire avec des phrases comme « c'est comme ça qu'on a été élevé » ou « tu comprendras quand tu seras plus grande ». À 31 ans, j'ai rencontré David. Intelligent, gentil, travailleur, et il m'aimait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. David, un ingénieur logiciel dévoué, est aussi noir, ce que je savais être un problème pour ma famille. Lorsque je l'ai présenté à mes parents 6 mois après le début de notre relation, la réaction a été exactement ce que je craignais. Poli en sa présence, mais dès notre départ, ma mère a demandé « Ne pouvais-tu pas trouver quelqu'un de plus comme toi ?» David, toujours diplomate, a enduré leurs commentaires voilés et leurs regards mal à l'aise avec une dignité qui n'a fait que m'admirer davantage. Quand mon père lui a demandé un jour s'il avait grandi dans un quartier difficile, David a calmement expliqué que ses parents étaient professeurs d'université et qu'il avait grandi dans une banlieue tranquille, laissant mon père sans voix. Malgré leur désapprobation, David et moi sommes tombés plus amoureux. Après 1 an et demi ensemble, nous nous sommes fiancés peu avant mes 33 ans. Il n'y a pas eu de fête de fiançailles, mes parents ont dit qu'ils économisaient pour le mariage d'Amber, bien qu'elle ne soit même pas fiancée à l'époque. La vérité qu'ils ne voulaient pas dire ouvertement, c'est qu'ils ne voulaient pas célébrer notre union. Nous avons décidé de ne pas attendre le grand mariage dont j'avais toujours rêvé et que je savais que ma famille ne soutiendrait jamais. 3 mois après nos fiançailles, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime dans un jardin botanique, avec seulement des amis proches et la famille de David. Mes parents et Amber ont décliné l'invitation avec de vagues excuses. Quand je suis tombée enceinte quelques mois après le mariage, toujours à 33 ans, j'ai pensé que cela changerait peut-être les choses. J'avais tort. J'ai organisé un dîner spécial pour annoncer la nouvelle de la grossesse. J'ai acheté des cadeaux coûteux pour les grands-parents. La réaction, un silence gêné suivi de « Es-tu sûr que c'est une bonne idée de mettre un enfant comme ça au monde ?» Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Pourtant, j'ai continué à essayer. Je les ai invités à chaque rendez-vous d'échographie. Ils ne sont jamais venus. J'ai demandé des avis sur les prénoms de bébés. J'ai obtenu des réponses évasives. Dans une dernière tentative désespérée de gagner leur approbation, j'ai utilisé ma prime annuelle de $5 000 pour rénover leur chambre d'amis et la transformer en un espace pour leur petit enfant. De cette façon, vous pourrez passer du temps de qualité avec le bébé, ai-je expliqué, faisant semblant de ne pas remarquer le regard gêné entre eux. Pendant tout ce temps, j'ai continué à payer le régime d'assurance maladie premium qui couvrait tous les médicaments coûteux contre le diabète de mon père et les fréquents rendez-vous chez le dermatologue de ma mère. Le point de rupture est arrivé plus tôt que prévu. Le travail a commencé 3 semaines avant ma date d'accouchement prévue. David m'a emmené d'urgence à l'hôpital à 2 heures du matin et a envoyé un message à mes parents. Ils ont répondu qu'ils viendraient au lever du soleil. J'ai passé 14 heures en travail. Ma sœur n'a même pas répondu au message. Quand Jake est finalement arrivé,
Ce fut le moment le plus heureux de ma vie. David était radieux, les larmes aux yeux en tenant notre fils pour la première fois. Jake avait la peau légèrement plus claire que David, mais avec ses beaux traits et les mêmes yeux expressifs. Après nous être installés dans la chambre, mes parents sont enfin arrivés. J'ai immédiatement vu l'expression sur le visage de ma mère lorsqu'elle a regardé Jake, un mélange de choc et de désapprobation mal dissimulée. Elle a observé chaque détail de lui, de sa couleur de peau à ses petites boucles, cherchant quelque chose à critiquer. « Puis-je te parler en privé ?» a-t-elle demandé, la voix tendue. Dans le couloir, loin des oreilles de David, ma mère a dit les mots que je n'oublierai jamais. « Mélissa, veux-tu vraiment faire ça? Élever un enfant qui fera face à tant de défis? Tu sais comment les gens te regarderont dans la rue. Ton fils n'est pas notre petit-fils. Nous ne pouvons pas. Nous n'accepterons pas cela dans notre famille. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Mes mains tremblaient, mais je me suis ressaisi. Je suis simplement retourné dans la chambre, un calme étrange m'envahissant. David m'a regardé avec interrogation. J'ai juste secoué légèrement la tête. Je ne pouvais pas encore parler. Le poids du rejet de ma mère était écrasant. Mais autre chose se passait en moi. Une prise de conscience, une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Pendant 34 ans, je m'étais plié en quatre pour gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'avais soutenu financièrement les personnes qui ne pouvaient même pas me soutenir émotionnellement. J'avais trouvé des excuses à leur comportement, à leurs préjugés, à leur favoritisme évident. Et maintenant, ils rejetaient mon fils nouveau-né innocent à cause de la couleur de sa peau. À ce moment-là, quelque chose en moi a basculé. Ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de la protection de mon enfant contre la toxicité que j'avais endurée toute ma vie. Une infirmière nommée Kesha est entrée pour vérifier les signes vitaux de Jake. Elle a dû remarquer quelque chose dans mon expression. « Tout va bien, ma chérie ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'ai plus pu retenir mes larmes. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce que ma mère avait dit. Kesha, qui était aussi noire, m'a pris la main et a dit quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. « Ma chérie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas toi qui as tort ici. C'est ta famille. Ton fils est beau et parfait exactement comme il est. » Cette nuit-là, seul avec Jake, pendant que David rentrait chercher des affaires, j'ai regardé mon fils parfait et je lui ai fait une promesse, à lui et à moi-même. Le cycle de la toxicité s'arrêterait avec moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire une liste, en essayant encore plus fort. Dans les jours qui ont suivi, mes parents ne sont pas revenus à l'hôpital. Ma sœur a envoyé un message disant « Maman est très contrariée par la façon dont tu as réagi à ses commentaires et que je devrais essayer de comprendre qu'ils sont d'une autre génération. » Pendant ce temps, des amis du travail, des voisins et même des collègues éloignés ont envoyé des cadeaux, des repas et des messages de soutien. Beaucoup sont venus en personne rencontrer Jake, admirant à quel point il était beau et parfait. Les parents de David sont arrivés du Texas la semaine suivante pour rencontrer leur petit-fils, apportant non seulement des cadeaux, mais un amour inconditionnel, un contraste douloureux avec ma propre famille. La différence entre ces réactions et celle de ma famille était frappante. La nuit, en nourrissant Jake, j'ai commencé à calculer mentalement combien j'avais donné à ma famille au fil des ans. Le régime d'assurance maladie seul s'élevait à plus de 220 000 $ en 12 ans. Des prêts jamais remboursés pour la voiture de ma sœur, pour la rénovation de la maison de mes parents, pour leurs vacances. Facilement 80 000 $ de plus, sans compter le temps, l'énergie émotionnelle, les innombrables fois où j'ai mis leurs besoins avant les miens. Et qu'ai-je obtenu en retour? Le rejet de mon mari à cause de sa couleur de peau. Le rejet de mon fils, leur propre sang, pour la même raison. Il était difficile d'admettre que mes propres parents étaient racistes, mais je ne pouvais plus nier la réalité. La façon dont ils traitaient mon fils n'avait pas d'autre nom. David est revenu avec de la nourriture et m'a trouvé en train de faire des listes sur mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « Je planifie notre avenir », ai-je répondu. « Un avenir où notre fils sera aimé et respecté pour ce qu'il est. Avez-vous déjà été pris pour acquis par des membres de votre famille, peu importe ce que vous donniez? Racontez-moi dans les commentaires comment vous avez géré la situation pendant que nous poursuivons cette histoire. » La première semaine à la maison avec Jake a été un tourbillon de nuits blanches, de changements de couches et de l'amour immense que je ressentais pour ce petit être humain qui dépendait de moi. Chaque fois que je regardais son visage parfait, je me sentais plus certaine de ma décision.
Mes parents ont appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Ma sœur a envoyé 3 SMS me demandant pourquoi j'étais si dramatique et disant que je devais m'en remettre. J'ai transféré ces messages à ma thérapeute, que j'avais commencé à voir pendant ma grossesse lorsque la réaction de ma famille avait déclenché des crises d'angoisse. Elle avait été une bouée de sauvetage pendant ces mois difficiles, m'aidant à gérer le stress de la préparation à la maternité tout en faisant face aux préjugés de ma famille. Que dirais-tu à une amie dont la famille a rejeté son enfant à cause de sa race, m'avait demandé ma thérapeute lors de notre séance avant la naissance de Jack. Je lui dirais de protéger son enfant à tout prix, avais-je répondu sans hésiter. Alors, pourquoi est-ce si difficile de te donner le même conseil? Cette question m'avait hanté pendant des semaines. Maintenant, en regardant les messages de ma famille, j'avais enfin la clarté. Ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de Jack. Le 8e jour, j'ai passé 3 appels importants. D'abord, j'ai appelé mon avocat, Marc. J'ai expliqué la situation et lui ai demandé de commencer la procédure pour changer le nom de famille de Jack. Au lieu des noms de famille combinés que nous avions initialement prévus, il n'aurait que le nom de famille de David. Je peux commencer les formalités aujourd'hui, m'a assuré Marc. Étant donné les circonstances, je pense que nous avons un dossier solide pour accélérer cela. Deuxièmement, j'ai appelé les ressources humaines de mon entreprise. J'ai besoin de faire des changements à mon régime d'assurance maladie en raison de changements familiaux importants, ai-je expliqué. La représentante a été compréhensive et a confirmé que la naissance du bébé était considérée comme un événement de la vie qui permettait des changements immédiats au régime. Grâce à mes relations dans le département des RH de par mon travail dans l'administration de la santé, ils ont accepté de traiter mon cas avec une urgence exceptionnelle. Les changements prendront effet dès que le système sera mis à jour, probablement la semaine prochaine, m'a-t-elle assuré. Troisièmement, j'ai appelé ma thérapeute et j'ai programmé une séance d'urgence pour le lendemain. J'avais besoin d'un soutien supplémentaire pendant cette période difficile. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de photos de bébé. J'ai simplement arrêté. 3 jours plus tard, j'ai reçu le premier de nombreux messages indignés de ma mère. Pourquoi ne recevons-nous pas de nouvelles du bébé? Nous sommes les grands-parents. Nous avons le droit de savoir. J'ai répondu par un simple message. Vous avez très clairement dit que vous ne considérez pas Jack comme votre petit-fils. Je respecte votre décision. La trahison finale. Mon téléphone a explosé de notifications. 5 appels manqués de ma mère. 3 de mon père. 7 SMS en succession rapide. Tu es ridicule. Nous n'avons jamais dit ça. Tu déformes nos paroles. C'est tellement typique de toi de surréagir. J'ai montré les messages à David. Il s'est assis à côté de moi sur notre lit, Jack dormant paisiblement dans son berceau à proximité. Tu n'as pas à répondre, a-t-il dit doucement. Pas avant d'être prête. J'ai hoché la tête. Mais le nœud dans mon estomac s'est resserré. J'avais passé toute ma vie à répondre immédiatement aux exigences de ma famille, toujours effrayé de les décevoir plus que je ne l'avais déjà fait simplement en existant. Et s'ils avaient raison, ai-je murmuré. Et si je surréagis? David m'a pris les mains. Mélissa, ta mère t'a dit que notre fils, son petit-fils, ne fait pas partie de ta famille parce qu'il est métis. Ce n'est pas quelque chose que tu imagines ou que tu exagères. C'étaient ses mots exacts. Les larmes m'ont rempli les yeux. Je sais. C'est juste. J'ai toujours été celle qui arrange les choses, qui fait la paix. Et si je faisais une erreur? Regarde-le, a dit David en hochant la tête vers notre fils endormi. Le laisserais-tu parler de lui de cette façon une fois qu'il sera assez grand pour comprendre? Le laisserais-tu se sentir moins que parfait à cause de la couleur de sa peau? J'ai regardé le visage paisible de Jack, ses petits doigts recroquevillés en poing, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. L'amour féroce que je ressentais pour lui a tout clarifié. Non, ai-je dit fermement. Jamais. Cette nuit-là, j'ai rédigé un email plus long à mes parents. J'ai expliqué exactement ce qui m'avait blessé, j'ai rapporté leurs paroles exactes et j'ai exposé ce qui devrait changer pour que nous ayons une quelconque relation à l'avenir. Je leur ai dit qu'ils devraient reconnaître leurs préjugés et s'engager à traiter mon fils, leur petit-fils, avec le même amour et le même respect qu'ils montreraient à n'importe quel enfant. Je les ai également informés du changement d'assurance maladie. Je vous ai soutenu financièrement pendant 12 ans, ai-je écrit.
Je vous ai donné plus de 220 000 $ en couverture d'assurance maladie seule, sans compter les prêts et les cadeaux. Mais je ne peux pas continuer à soutenir des personnes qui rejettent mon fils à cause de sa race. Vous avez Medicare. Vous pouvez ajouter une couverture supplémentaire, ou vous pouvez demander à Amber, puisque c'est la fille dans laquelle vous avez toujours investi. J'ai lu l'email à David avant de l'envoyer. Es-tu sûr de ça? A-t-il demandé. Une fois que tu auras cliqué sur envoyer, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête. J'en suis sûr. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement sûr de fixer une limite avec eux. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis j'ai éteint mon téléphone pour la nuit. Quelles que soient les retombées, je m'en occuperai demain. Ce soir était pour ma famille, ma vraie famille, David, Jake et moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des doux pleurs de Jake. En le nourrissant, j'ai vérifié mon téléphone. Pas de réponse de mes parents, juste un texto de ma sœur. Maman et papa sont dévastés. Comment as-tu pu leur faire ça? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes parents sur le porche, leurs expressions un mélange de colère et de confusion. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Jake faisait la sieste, et je ne voulais pas que leur explosion inévitable le réveille. Que signifie cela? Mon père m'a tendu une lettre de la compagnie d'assurance maladie. C'était la notification qu'il n'était plus couvert. Nous avons reçu cela beaucoup plus vite que prévu. Le système prend habituellement des semaines pour traiter ces changements. Cela signifie exactement ce que vous voyez, ai-je répondu calmement. Vous ne considérez pas mon fils comme faisant partie de la famille à cause de sa couleur de peau. Il n'est donc pas logique que je continue à vous considérer comme faisant partie de ma responsabilité financière. Tu ne peux pas faire ça, a crié ma mère. Ton père a besoin de ses médicaments. J'ai mon rendez-vous de prévu. Je peux et je l'ai fait, ai-je répondu. Vous avez Medicare. Vous pouvez ajouter une couverture supplémentaire ou demander de l'aide à Amber, puisque c'est la fille dans laquelle vous avez toujours investi. C'est à cause de ce commentaire à l'hôpital, a demandé ma mère avec incrédulité. Je pensais juste à son avenir. Tu surréagis comme toujours. David est apparu derrière moi, tenant Jake, qui s'était réveillé à cause des cris. Je pense que vous devriez partir maintenant, a-t-il dit fermement, et ne revenir que lorsque vous serez prêt à accepter et à aimer notre fils exactement comme il est. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est ridicule. Nous avons tout fait pour toi, et c'est comme ça que tu nous remercies. En l'écoutant lui au lieu de ta propre famille. L'ancienne moi se serait excusée, aurait essayé d'arranger les choses, aurait proposé de régler la situation de l'assurance juste pour maintenir la paix. Mais en regardant mon mari tenant notre fils de manière protectrice, quelque chose a changé de façon permanente en moi. David et Jake sont ma famille, ai-je dit. Ma priorité maintenant est de protéger mon fils des personnes qui le feraient se sentir moins que parfait exactement comme il est. Si vous ne voyez pas ce qui ne va pas dans ce que vous avez dit et dans la façon dont vous avez agi, alors nous n'avons plus rien à discuter. Tu le regretteras, a sifflé ma mère. Quand tu auras besoin de nous, nous ne serons pas là. J'ai failli rire. Quand avez-vous déjà été là pour moi quand j'en avais vraiment besoin? Quand avez-vous déjà mis mes besoins avant ceux d'Amber? Quand avez-vous déjà vraiment soutenu mes choix sans critique? Le choc sur leur visage m'a dit qu'ils n'avaient même jamais envisagé ces questions. Au revoir, ai-je dit en fermant fermement la porte. David a mis son bras libre autour de moi. Ça va? J'ai pris une profonde inspiration. En fait, oui. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sens libre. Les jours qui ont suivi ont été une tempête de tentatives de manipulation. Ma sœur, qui ne s'était même pas souciée de la naissance de son neveu, appelait maintenant en pleurant, disant que je tuais nos parents et que j'étais le monstre le plus égoïste qu'elle ait jamais connu. La raison de ce changement soudain? Elle devrait maintenant aider financièrement aux frais médicaux de nos parents, ce qui affecterait son style de vie confortable. Greg, son mari, que je voyais rarement aux réunions de famille, a également commencé à envoyer des messages exigeant que je règle la situation parce qu'ils devaient réorganiser tout leur budget familial. Les SMS de mes parents alternaient entre menaces, nous dirons à tout le monde ce que tu as fait, et culpabilité, ton père a dû réduire ses médicaments. Ils n'ont jamais mentionné Jake ni demandé de ses nouvelles. Tante Linda, la sœur de ma mère,
qui s'était éloignée de la famille il y a des années après une dispute avec ma mère sur des opinions politiques, est soudainement réapparue en tant que médiatrice. Elle a commencé à m'appeler tous les jours, essayant de me convaincre d'arranger les choses. Ta mère est dévastée, disait-elle sans jamais reconnaître ce qui avait causé la rupture. Le pire a été lorsque ma mère s'est présentée à mon travail, les larmes aux yeux, racontant à tout le monde que j'avais abandonné la famille au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Heureusement, mon patron, avec qui j'avais partagé la situation pendant mon congé de maternité, connaissait déjà toute l'histoire et a gentiment escorté ma mère à la sortie. Lors de ma deuxième séance de thérapie après mon retour de l'hôpital, j'ai pleuré en réalisant à quel point j'étais profondément programmé pour me sentir coupable d'établir des limites saines. Que dirais-tu à une amie dont la famille a rejeté son enfant à cause de sa couleur de peau, a demandé ma thérapeute. Je lui dirai qu'elle fait ce qu'il faut, ai-je répondu en pleurant, qu'elle mérite le respect et que son enfant mérite des grands-parents qui l'aiment inconditionnellement. Alors, pourquoi est-ce si difficile de te le dire à toi-même? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que je devais en trouver une pour le bien de Jake autant que pour le mien. En traitant la douleur cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Jake dormait enfin la plupart de la nuit, mais je suis resté éveillé, rejouant toute ma relation avec mes parents dans mon esprit. La fois où j'ai eu que des A au lycée, mais ils se sont concentrés sur le B d'Amber en cours d'art parce qu'elle essayait si fort. La fois où j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, mais ils ont quitté la cérémonie tôt parce qu'Amber se sentait malade. La fois où j'ai eu ma première promotion, et ils n'ont pas pu assister au dîner de célébration parce qu'ils avaient déjà promis d'aider Amber à acheter des meubles. Toujours Amber, toujours les besoins de quelqu'un d'autre avant les miens. Mais maintenant, il y avait Jake, et je ne le laisserai pas grandir en pensant qu'il devait mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Je ne le laisserai pas croire, même un instant, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui à cause de son héritage. Je suis sorti du lit doucement, en faisant attention à ne pas réveiller David. Dans la faible lumière de la chambre d'enfant, j'ai regardé Jake dormir paisiblement. Son petit visage parfait, ses petits doigts, le doux va-et-vient de sa poitrine. Je te le promets, ai-je murmuré, tu sauras toujours à quel point tu es aimé et parfait, exactement comme tu es. Le lendemain matin, j'ai appelé ma thérapeute et j'ai demandé une séance d'urgence. J'ai besoin de traiter ça plus vite, ai-je expliqué. J'ai besoin d'être plus forte pour mon fils. Cet après-midi-là, dans son bureau, je me suis enfin laissé aller. J'ai sangloté jusqu'à ne plus pouvoir respirer, pleurant la relation avec mes parents que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais vraiment eue. Ils ne m'ont jamais aimé inconditionnellement, ai-je finalement admis à voix haute. Pas une seule fois dans toute ma vie. Ma thérapeute a hoché la tête. Et c'est leur échec, pas le tien. Tu méritais cet amour en tant qu'enfant. Et Jake le mérite maintenant. Comment puis-je arrêter de me sentir coupable, ai-je demandé. En reconnaissant que tu brises un cycle générationnel, a-t-elle dit, en donnant à Jake ce que tu n'as jamais eu. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur la guérison. J'ai supprimé les SMS manipulateurs sans les lire. J'ai bloqué les numéros de ma famille pendant certaines heures pour pouvoir dormir et être présente avec Jake. J'ai commencé un journal où j'ai écrit chaque souvenir d'amour conditionnel, chaque exemple d'injustice, chaque moment où j'avais excusé leur comportement parce que, c'est juste comme ça qu'ils sont. Une fois écrit, le schéma était indéniable, le favoritisme, le contrôle par l'aide financière, la manipulation émotionnelle, le racisme désinvolte que j'avais essayé d'ignorer pour le bien de David. David a été mon roc pendant tout ce temps. Il ne m'a jamais poussé à couper complètement les ponts. Mais il n'a jamais suggéré non plus que je devais accepter moins que le respect total pour notre famille. Quoi que tu décides, je te soutiens, a-t-il dit. Mais j'ai besoin de savoir que tu protégeras Jake de quiconque le ferait se sentir moins que le garçon parfait et beau qu'il est. Je le ferai, ai-je promis. Toujours. Alors que Jake devenait plus fort chaque jour, moi aussi. J'ai repris le travail à temps partiel, trouvant un équilibre qui fonctionnait pour notre famille. Les parents de David sont revenus, me montrant à quoi ressemblaient des grands-parents aimants et solidaires. Le contraste était frappant et guérisseur. Un mois après la confrontation à notre porte, j'ai reçu un email de mon père. L'objet était « Situation de l'assurance maladie ». Je me suis préparé avant de l'ouvrir, m'attendant à plus de culpabilité et de manipulation. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de surprenant. Mélissa, ta mère et moi avons discuté de la situation. Bien que nous pensions toujours que ta réaction a été extrême,
nous avons réussi à obtenir une assurance complémentaire par le biais de Medicare. Amber et Greg ont également accepté d'aider avec certains coûts. Nous aimerions voir notre petit-fils quand tu seras prête. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de leurs paroles blessantes, juste des informations pratiques et une demande qui centrait leur désir plutôt que le bien-être de Jake. J'ai montré l'email à ma thérapeute lors de notre prochaine séance. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé. Qu'en pensez-vous? A-t-elle répliqué. J'ai réfléchi un instant. Je pense qu'ils commencent à réaliser qu'il y a des conséquences à leurs actes, mais ils ne comprennent toujours pas ce qu'ils ont fait de mal. Elle a hoché la tête. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre relation avec eux? Cela signifie que nous ne sommes pas prêts à ce qu'ils fassent partie de la vie de Jake pour le moment, ai-je dit fermement. Pas avant qu'ils ne puissent vraiment l'accepter, lui et nous, exactement comme nous sommes. Pour la première fois, choisir le bien-être de mon enfant plutôt que les attentes de mes parents me semblait tout à fait juste. Les formalités pour le changement de nom de Jake avançaient lentement dans le système. Mon avocat, Mark, m'a assuré que ce serait finalisé un jour, mais la bureaucratie prenait du temps. En attendant, j'ai continué à construire notre nouvelle vie, une vie libérée du besoin constant de plaire à des personnes qui ne pouvaient jamais être satisfaites. David a eu une promotion au travail, qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative. Nous avons commencé à discuter de la possibilité de déménager dans un quartier plus diversifié où Jake grandirait en voyant des familles qui ressemblaient à la nôtre. Je ne veux pas qu'il soit le seul enfant métis de son école, ai-je expliqué à David. Je suis d'accord, a-t-il dit. J'ai grandi en étant l'un des 3 seuls enfants noirs de mon école. C'était isolant. Nous avons commencé à chercher des maisons dans une ville voisine connue pour sa diversité et ses excellentes écoles. Le trajet serait plus long pour nous deux, mais cela semblait être le bon choix pour l'avenir de Jake. Pendant ce temps, ma sœur a intensifié ses tentatives pour me faire arranger les choses. Elle a appelé mon bureau si souvent que mon assistante a commencé à filtrer les appels. Elle a envoyé des emails avec des objets comme « La santé de papa se dégrade et c'est de ta faute ». J'ai transféré chaque email à ma thérapeute sans répondre. Vous vous en sortez bien, m'a assuré ma thérapeute. Poser des limites n'est jamais facile, surtout avec la famille, mais vous restez forte. Puis est arrivé l'anniversaire de mon père. Normalement, j'aurais organisé une grande fête, acheté un cadeau coûteux et me serais démené pour rendre la journée spéciale. Cette fois, j'ai simplement envoyé une carte avec une brève note. Joyeux anniversaire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Ma mère a appelé, furieuse. C'est tout? Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Maman, qu'avez-vous fait exactement pour moi qui n'ai pas été accompagné de critiques, de comparaisons ou de conditions? Et maintenant, vous avez rejeté mon fils à cause de sa couleur de peau. Comment pensez-vous qu'il se sentirait en grandissant entouré de gens qui pensent de cette façon de lui? Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Quand vous serez prêt à avoir une relation basée sur le respect mutuel, et quand vous accepterez mon fils inconditionnellement comme faisant partie de la famille, nous pourrons parler de reconstruire notre relation. Jusque-là, je m'occupe de ma famille, David, Jake et moi. Tu le regretteras, a-t-elle dit avant de raccrocher. Mais pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me sentais en paix. Et vous? Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles avec votre famille? Comment cela s'est-il passé pour vous? Partagez votre expérience pendant que nous approchons du point culminant de cette histoire. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Mélissa, c'est l'oncle Robert, le frère de mon père, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il vivait dans un autre état et s'engageait rarement avec la famille. Oncle Robert, tout va bien? Ton père m'a appelé, très contrarié. Il m'a dit que tu les avais coupés de ta vie et que tu leur avais retiré leur assurance maladie. Il a dit que tu étais cruel et déraisonnable. J'ai soupiré. T'a-t-il dit pourquoi? Il a dit que c'était parce qu'ils avaient exprimé leur inquiétude au sujet de ton bébé métis. Mais ce n'est sûrement pas toute l'histoire. J'ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Les mots exacts de ma mère, leur rejet de Jake, les années de soutien financier que j'avais fourni tout en recevant des miettes émotionnelles en retour. Je vois, a-t-il dit quand j'ai terminé. Cela change les choses. Ils ont dit à tout le monde que je les avais abandonnés, ai-je dit.
Mais ce sont eux qui ont rejeté mon fils. Ton père n'a pas mentionné cette partie, a admis l'oncle Robert. Écoute, Mélissa, je ne suis pas d'accord avec leurs opinions. Ton fils est ton fils. Point. J'adorerais le rencontrer un jour. Cette conversation a été le premier indice que la version des événements de mes parents n'était pas universellement acceptée par la famille élargie. Cela m'a donné la force de maintenir le cap. 3 mois après la naissance de Jake, le changement de nom a finalement été approuvé. Il porterait le nom de famille de David, rompant ainsi le lien avec l'héritage d'amour conditionnel et de préjugés de ma famille. Nous avons célébré avec un petit rassemblement d'amis qui nous avaient soutenus pendant tout ce temps. En regardant David montrer fièrement des photos de Jake à nos amis, j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous avions créé notre propre famille, une famille bâtie sur l'amour inconditionnel, le respect et l'acceptation. Jake grandirait entouré de personnes qui le voyaient exactement pour ce qu'il était et aimaient chaque partie de lui. Cette nuit-là, j'ai écrit un dernier email à mes parents. Je les ai informés du changement de nom officiel de Jake et j'ai expliqué que notre porte restait ouverte, mais seulement s'ils étaient prêts à reconnaître leurs préjugés et à s'engager à traiter Jake avec l'amour et le respect qu'il méritait. Il est votre petit-fils, ai-je écrit. La seule question est de savoir si vous voulez être ses grands-parents. Je ne m'attendais pas à une réponse, et je n'en ai pas reçu, mais l'envoi de ce message m'a donné l'impression de clore un chapitre. J'avais fait tout ce que je pouvais. Le prochain mouvement était le leur. Une semaine plus tard, ma sonnette a retenti un samedi matin. David était parti courir et je nourrissais Jake dans le salon. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de mes parents dans l'allée. Mon cœur a battu la chamade alors que je me dirigeais vers la porte, Jake toujours dans mes bras. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé ma mère. Elle tenait un sac à dos. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. « Vous pouvez entrer, mais si vous dites quoi que ce soit de blessant sur Jake, vous devrez partir immédiatement. » Ils se sont assis maladroitement sur le bord du canapé. Ma mère n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Jake, son expression illisible. « Nous avons apporté quelque chose pour le bébé ?» a-t-elle finalement dit en poussant le sac à dos vers moi. À l'intérieur se trouvait une tenue de bébé avec le nom de famille de ma famille brodé dessus. Le nom que Jake ne portait plus. Son nom a été légalement changé, ai-je dit doucement. Il a le nom de famille de David maintenant. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est ridicule. Il fait partie de notre famille aussi. Vraiment ? Ai-je demandé. Parce que la dernière fois que nous avons parlé, maman a très clairement dit que vous ne le considérez pas comme votre petit-fils. J'étais contrarié, a dit ma mère sur la défensive. Je ne le pensais pas comme ça. Comment pourriez-vous bien vouloir dire ton fils n'est pas notre petit-fils, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Tu rends les choses si difficiles, Mélissa. Nous essayons. Que essayez-vous de faire exactement ? Parce que se présenter avec un cadeau qui ignore délibérément les choix que nous avons faits pour notre fils ne ressemble pas à du respect. Cela ressemble à une autre tentative de contrôler la situation. Nous voulons faire partie de sa vie, a dit mon père. Nous sommes ses grands-parents. Être grand-parent est un privilège, pas un droit, ai-je répondu. Et cela s'accompagne de la responsabilité de l'aimer et de l'accepter exactement comme il est, pas malgré ce qu'il est. Les yeux de ma mère se sont plissés. Que veux-tu de nous, Mélissa ? Une excuse ? Très bien. Je suis désolé si ce que j'ai dit a blessé tes sentiments. Si, ai-je répété. Et il ne s'agit pas de mes sentiments. Il s'agit de Jake. Il s'agit du fait que vous l'avez rejeté parce qu'il est métis. Il s'agit du fait que vous n'avez jamais pleinement accepté David parce qu'il est noir. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous avons toujours été polis avec David. Poli ? J'ai ri sans humour. C'est ce que vous pensez être une famille aimante ? Poli ? Juste à ce moment-là, David est revenu de sa course. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, évaluant la situation. Tout va bien ici, a-t-il demandé en venant se tenir à côté de moi. Mes parents ont apporté un cadeau pour Jake, ai-je expliqué. Une tenue avec le nom de famille de ma famille dessus. L'expression de David s'est légèrement durcie, mais sa voix est restée calme. Le nom de Jake a été légalement changé. Il a mon nom de famille maintenant. C'est une affaire de famille, a dit mon père d'un ton dédaigneux. David est de la famille, ai-je dit fermement. C'est mon mari et le père de Jake. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant lui.
Ma mère s'est levée brusquement. C'est impossible. Nous sommes venus ici pour essayer de faire la paix et tu ne fais que nous jeter notre erreur à la figure. Une erreur, c'est oublier l'anniversaire de quelqu'un, ai-je répondu. Rejeter son petit-fils à cause de sa race est un choix. Un choix nuisible et blessant qui montre exactement qui vous êtes et ce que vous valorisez. Alors c'est tout ? A demandé mon père. Un commentaire et nous sommes coupés pour toujours. Ce n'était pas juste un commentaire, ai-je dit. C'était toute une vie d'amour conditionnel, de favoritisme envers Amber, de racisme subtil et pas si subtil. Le commentaire à l'hôpital n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère a pris son sac à main. Quand tu seras prête à être raisonnable, tu sais où nous trouver. En partant, j'ai remarqué que mon père regardait Jake avec ce qui semblait être une tristesse sincère. Un instant, j'ai ressenti un pincement de doute. Étais-je trop dur ? Puis je me suis souvenu de ma promesse à Jake de le protéger de quiconque le ferait se sentir moins que parfait exactement comme il est. C'était intense, a dit David après leur départ. Ça va ? J'ai hoché la tête, serrant Jake un peu plus près. Ça va. Je pense que je les vois enfin clairement pour la première fois de ma vie. Que auriez-vous fait à ma place ? Leur auriez-vous donné une autre chance ou seriez-vous resté sur vos positions ? Dites-le moi dans les commentaires. La manipulation, les retombées de cette confrontation ont été rapides. Ma sœur a appelé le soir même, sanglotant hystériquement. Comment as-tu pu leur faire ça ? Ils essaient si fort, et tu es complètement déraisonnable. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que David puisse entendre. Nous avions convenu d'être complètement transparents l'un envers l'autre sur toutes les communications avec ma famille. Que essaient-ils de faire exactement, Amber ? Ils ont apporté un cadeau avec le mauvais nom dessus et ont offert des excuses qui n'en étaient pas. Ils n'ont pas reconnu une seule fois ce qu'ils ont fait de mal. Ils sont vieux. Ils ont grandi différemment. Tu dois faire des concessions. Je n'ai pas à faire de concessions pour le racisme envers mon fils, ai-je répondu fermement. Et être plus âgé n'est pas une excuse. Les gens peuvent apprendre et grandir à tout âge s'ils le veulent. Ce n'est plus seulement à propos de toi, a répliqué Amber, son ton passant de la supplication à l'accusation. Sais-tu ce que tu as fait à notre famille ? Maman et papa sont dévastés. Greg et moi devons les aider financièrement maintenant. Nous avons dû reporter nos projets de vacances. C'est ce que tu voulais. Et voilà, le vrai problème. Pas d'inquiétude pour Jake ou même pour les sentiments de nos parents, mais l'inconvénient pour son style de vie. Non, Amber. Ce que je voulais, c'était que mon fils ait des grands-parents aimants qui l'accepteraient inconditionnellement. Ce que je voulais, c'était que mon mari soit traité avec respect. Ce que je voulais, c'était une famille qui pourrait voir au-delà de ses préjugés pour aimer un beau bébé innocent. Tu es si moralisatrice, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu nous punis tous. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Jalouse ? Je vous ai soutenu financièrement, toi et nos parents, pendant des années, pendant que tu profitais du soutien émotionnel et de la préférence que je n'ai jamais eue. De quoi devrais-je être jalouse exactement ? Elle a raccroché sans un autre mot. Le lendemain, un ami commun a appelé pour prendre de mes nouvelles. Ta mère a dit à tout le monde à l'église que tu avais abandonné la famille à cause d'un malentendu. Elle joue vraiment la carte de la pauvre grand-mère. Je n'étais pas surprise, mais ça faisait quand même mal. Que lui as-tu dit ? Je lui ai dit qu'il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Et te connaissant, je doutais que ce soit aussi simple qu'elle le faisait paraître. J'étais reconnaissante pour le soutien, mais épuisée par le drame. Cette nuit-là, je me suis effondrée dans les bras de David. Peut-être que je devrais juste céder, ai-je sangloté. Les laisser revenir avec des conditions. Ce serait plus facile. David m'a serré fort. Plus facile pour qui ? Pas pour Jake. Pas à long terme. Et pas pour toi non plus. Tu ne ferais que retourner dans le même schéma que tu essaies de briser. Il avait raison, et je le savais. Mais le poids de résister à une vie de conditionnement m'écrasait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nouvelle détermination. Je suis allé dans la chambre de Jake et je l'ai regardé dormir paisiblement, inconscient de la tempête qui l'entourait. À ce moment-là, j'ai su que je traverserais le feu pour le protéger, même si le feu était allumé par ma propre famille. Au cours des semaines suivantes, les tactiques de manipulation se sont intensifiées.
Mon père a envoyé un email prétendant que sa santé se détériorait à cause du stress. Ma mère a laissé des messages vocaux en larmes sur le fait qu'il ne savait tout simplement pas comment s'exprimer correctement. Ma tante a appelé pour dire qu'ils essayaient vraiment de comprendre ses opinions modernes sur la race. Aucun de ces messages ne contenait ce que j'avais demandé, une reconnaissance sincère de leurs préjugés et un engagement à traiter Jake avec le même amour qu'ils montreraient à n'importe quel petit enfant. La tactique la plus inattendue est venue lorsque ma mère s'est présentée à mon travail avec un album photo. Elle m'a acculé dans le parking alors que je partais. J'ai apporté des photos, a-t-elle dit, la voix tremblante. De quand tu étais bébé. J'ai pensé que tu avais peut-être oublié à quel point nous t'aimons. J'ai regardé l'album mais je ne l'ai pas pris. Maman, je n'ai rien oublié. C'est ça le problème. Je me souviens de tout, y compris de la façon dont tu as traité David dès le moment où tu l'as rencontré et de ce que tu as dit de Jake à l'hôpital. Les gens font des erreurs, a-t-elle crié assez fort pour que mes collègues l'entendent alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Vas-tu nous punir pour toujours? Ce n'est pas une punition, ai-je dit doucement. C'est une protection. Je protège mon fils de grandir en se sentant comme je me suis senti, comme si je n'étais jamais assez bien, comme si je devais mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Son expression s'est durcie. Alors c'est tout. Nous n'avons pas le droit d'être des grands-parents à cause d'un commentaire. Vous avez le droit d'être des grands-parents quand vous pourrez vraiment accepter et aimer Jake pour ce qu'il est exactement, un beau garçon métis qui se trouve être votre petit-fils. Quand vous pourrez respecter David en tant que mon mari et le père de Jake. Quand vous pourrez reconnaître la blessure que vous avez causée et vous engager à faire mieux. Elle a secoué la tête. Tu en demandes trop. Je demande le strict minimum, ai-je répondu. Et le fait que vous pensiez que c'est trop me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. En s'éloignant, l'album photo serré contre sa poitrine, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. La mère que j'avais toujours voulu, celle qui m'aimerait, moi et ma famille, inconditionnellement, n'existait pas. Et reconnaître cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la première étape vers la guérison. 6 mois se sont écoulés. Jake grandissait fort et en bonne santé. Il avait les yeux expressifs et la nature curieuse de David. Sa première dent est apparue, suivie rapidement d'une seconde. Il commençait à babiller, faisant des sons qui semblaient sur le point de devenir des mots. David et moi nous étions installés dans la parentalité, trouvant notre rythme en tant que famille. J'ai repris le travail à temps partiel avec une merveilleuse babysitter nommée Camilla, qui s'occupait de Jake pendant la journée. Après 3 mois à travailler à ce rythme réduit, j'ai décidé de retourner au travail à temps plein lorsque nous avons découvert que Camilla était disponible pour des heures supplémentaires et que Jake s'était si bien attaché à elle. Nous avons mis notre maison en vente et avons trouvé une nouvelle maison dans un quartier diversifié avec d'excellentes écoles. La vie avançait. Le contact avec ma famille avait progressivement diminué. Après la confrontation sur le parking, ma mère avait fait quelques autres tentatives pour me contacter, toujours avec le même message sur le fait que j'étais déraisonnable, jamais avec de véritables excuses ou une reconnaissance. Mon père a envoyé une carte pour mon anniversaire avec un chèque de $500, comme si l'argent pouvait résoudre le problème. J'ai renvoyé le chèque avec une note. Ce que je veux de vous ne peut pas être acheté. Amber avait complètement cessé de me contacter après que j'ai bloqué son numéro en raison de ses messages de plus en plus hostiles. Apparemment, elle et Greg avaient dû considérablement ajuster leur style de vie pour aider nos parents financièrement, et elle m'en tenait entièrement pour responsable. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai appris que mes parents avaient dit à tout le monde que je les empêchais de voir leur petit-fils par dépit. Certains les ont crus, mais d'autres ont remis en question leur histoire. La réputation de ma mère dans notre petite communauté avait souffert lorsque les gens ont réalisé que son petit-fils était métis et ont fait le lien avec la raison pour laquelle je m'étais éloigné. Je n'étais pas fier de leur malaise social, mais je ne pouvais ni ressentir une sombre satisfaction qu'il y ait enfin des conséquences à leurs préjugés. Puis est venu Thanksgiving, notre première grande fête en tant que famille de 3. Les années précédentes, j'aurais passé des semaines à me préparer pour le rassemblement familial chez mes parents, cuisinant, nettoyant, achetant des cadeaux coûteux, tout en endurant de subtiles critiques et comparaisons avec Amber. Cette année, David et moi avons décidé d'organiser un « Friendsgiving » à la place, invitant des collègues, des voisins et des amis qui nous avaient soutenus pendant tout ce temps. Les parents de David sont arrivés du Texas, apportant avec eux chaleur, amour et acceptation. En regardant mon beau-père bercer doucement Jake, lui chantant doucement en espagnol,
une langue qu'il apprenait lui-même pour pouvoir la transmettre à son petit-fils, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. C'est ce que la famille devrait être. Des personnes qui vous aiment sans condition, qui célèbrent votre joie et vous soutiennent dans la douleur. Mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de mon père. Nous sommes tous à la maison. Il y a une place pour toi, David et le bébé si vous voulez venir. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une attente que nous laissions tout tomber et que nous accourions à leur invitation. J'ai montré le message à David. Que veux-tu faire, a-t-il demandé. J'ai regardé autour de notre maison remplie de personnes qui se souciaient vraiment de nous. Jake étant comblé d'affection par ses autres grands-parents, la vie que nous avions construite ensemble. Je veux rester ici, ai-je dit. Avec notre vraie famille. J'ai envoyé une brève réponse. Nous avons des projets. Joyeux Thanksgiving. Plus tard dans la nuit, après le départ de nos invités et l'endormissement de Jake, David et moi nous sommes assis sur le canapé avec des verres de vin. Le regrettes-tu, a-t-il demandé doucement. D'avoir coupé les ponts avec eux. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je regrette qu'ils n'aient pas pu être les parents et les grands-parents dont nous avions besoin. Je regrette que Jake n'ait pas cette relation avec eux. Mais je ne regrette pas de l'avoir protégé, lui et nous, de leur toxicité et de leurs préjugés. David m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Tenir tête à sa famille est plus difficile que de tenir tête à n'importe qui d'autre. J'avais quelque chose qui valait la peine de se battre, ai-je répondu en regardant vers la chambre d'enfant où notre fils dormait paisiblement. Quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois, peut-être des années. Le poids d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement se levait enfin. À sa place se trouvait quelque chose de plus léger, de plus lumineux que la connaissance que je brisais un cycle. Que Jake grandirait en sachant que sa valeur n'était pas liée à sa performance, à son apparence ou à sa capacité à plaire aux autres. Il grandirait aimé exactement comme il était, et cela valait tout ce que j'avais sacrifié. Qui d'autre a dû faire des choix difficiles pour protéger ses enfants des influences négatives? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos histoires pendant que nous approchons de la conclusion. 3 autres mois se sont écoulés. Le premier anniversaire de Jake approchait, une étape que j'avais autrefois imaginé être célébrée avec toute ma famille. Au lieu de cela, nous avons prévu une petite fête avec des amis proches et les parents de David, qui étaient devenus de plus en plus présents dans nos vies. Puis, 2 semaines avant l'anniversaire de Jake, j'ai reçu un email d'Amber avec l'objet « Mon cœur s'est emballé en l'ouvrant, craignant le pire ». Était-il arrivé quelque chose à l'un de nos parents? Le message était long et détaillé. Mon père avait eu des complications liées à son diabète et avait besoin d'une procédure coûteuse que leur assurance ne couvrirait pas entièrement. L'email se terminait par « Si tu te soucies encore de cette famille, tu dois nous aider. Tu en as les moyens et c'est ta responsabilité. » J'ai montré l'email à David et à ma thérapeute. Tous deux m'ont rappelé que je n'étais pas responsable de résoudre des problèmes que je n'avais pas créés. Pourtant, une partie de moi voulait aider. Grâce à mon travail dans l'administration de la santé, je connaissais des ressources que la plupart des gens ignorent. J'ai appelé l'hôpital où mon père était traité et j'ai parlé avec le service financier. J'ai découvert qu'ils avaient des programmes d'aide qui pouvaient couvrir jusqu'à 80% des coûts pour les patients dans la situation de mon père. J'ai transmis cette information à Amber. Sa réponse a été révélatrice. Nous ne voulons pas de charité. Nous voulons que tu assumes tes responsabilités envers ta famille. J'ai alors réalisé qu'il n'avait jamais été question d'aide. C'était une question de contrôle. Il préférait me blâmer plutôt que de chercher des solutions disponibles qui ne passaient pas par moi. La veille de l'anniversaire de Jake, mes parents se sont présentés à notre porte. Ma mère tenait un paquet. Nous sommes venus voir notre petit-fils, a-t-elle annoncé comme si les 9 derniers mois n'avaient pas eu lieu. Vous êtes venus parce que vous avez besoin d'argent, ai-je répondu. Et parce que c'est notre petit-fils, a ajouté rapidement mon père. Regarde, nous avons apporté un cadeau pour lui. À l'intérieur du paquet se trouvait une tenue de bébé avec le nom de famille de ma famille brodé dessus, tout comme celle qu'ils avaient apportée des mois auparavant, mais plus grande pour s'adapter à la croissance de Jake. Jake n'a que le nom de famille de David maintenant, leur ai-je rappelé. Et vous avez besoin d'excuses sincères et d'un changement de comportement avant d'avoir un rôle dans sa vie. Tu nous punis pour un commentaire, un moment d'inquiétude, s'est exclamée ma mère. Non,
Je protège mon fils de grandir en se sentant mal dans sa peau à cause de sa couleur de peau. Quand vous comprendrez ce que vous avez fait de mal, vraiment compris, vous pourrez m'appeler. Jusque-là, notre conversation est terminée. En partant, j'ai entendu ma mère marmonner. Elle reviendra quand elle aura de nouveau besoin de nous. Mais elle avait tort. Je n'avais plus besoin d'eux. Pas de la manière que je pensais autrefois. J'avais construit une vie pleine d'amour et de soutien sincère. J'avais appris à reconnaître ma propre valeur. Et surtout, je donnais à Jake ce que je n'avais jamais eu, une acceptation inconditionnelle. Cette nuit-là, alors que David et moi mettions la dernière touche aux décorations de la fête d'anniversaire de Jake, j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Le cycle de l'amour conditionnel, des préjugés, de la manipulation émotionnelle s'était terminé avec moi. Jake grandirait dans un foyer où il serait célébré pour ce qu'il était exactement, non pas jugé pour ce qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas être. Joyeux anniversaire, mon petit garçon, ai-je murmuré en le regardant, dormant paisiblement dans son berceau. Tu es aimé au-delà de toute mesure, exactement comme tu es. Le lendemain, entouré d'amis qui étaient devenus une famille, nous avons célébré la première année de vie de Jake. Il n'y a pas eu de larmes, pas de drame familial, pas de tension sous-jacente. Juste de la joie, des rires et de l'amour. Alors que Jake écrasait ses mains dans son gâteau d'anniversaire, le visage illuminé de joie, j'ai croisé le regard de David de l'autre côté de la pièce. Son sourire disait tout. Nous avions créé quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui valait la peine d'être protégé à tout prix. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et l'endormissement de Jake, épuisé de sa grande journée, j'ai trouvé une petite enveloppe qui avait été glissée sous notre porte. À l'intérieur se trouvait une carte signée uniquement par mon père. Elle disait simplement « Tu me manques ». Ce que nous aurions pu être me manque. Je suis désolé. Pas d'excuses, pas de blâme, juste les prémices de ce qui pourrait être un remords sincère. Je l'ai montré à David. « Qu'en penses-tu » a-t-il demandé. « Je pense que c'est un début » ai-je répondu prudemment. Mais les mots sont faciles. Le vrai changement demande du temps et des efforts. J'ai rangé la carte, ne la rejetant ni ne l'embrassant pleinement. Si mon père commençait vraiment à comprendre, il y aurait d'autres signes. Et sinon, nous continuerions sur la voie que nous avions choisie, celle du respect de soi, des limites et de l'amour inconditionnel pour notre fils. Le choix était maintenant le leur. Nous avions fait le nôtre, en reconstruisant avec dignité. Une année s'est écoulée depuis cette carte d'anniversaire de mon père. Jake a maintenant 2 ans, il court partout, parle en phrases courtes et appelle David, Dada, avec une adoration absolue dans les yeux. En regardant en arrière à 36 ans, je vois à quel point j'ai grandi. Ma vie a changé de façon spectaculaire. Bien que j'ai repris le travail à temps plein, 6 mois plus tard, on m'a proposé une promotion. J'ai accepté, mais j'ai négocié un arrangement de 30 heures par semaine, quelque chose rendu possible par mon salaire plus élevé et l'argent que je ne dépensais plus pour soutenir ma famille. Cela m'a donné quelque chose de bien plus précieux, du temps avec mon fils. Nous avons également vendu notre maison et déménagé dans un quartier diversifié où Jake aura des amis de tous horizons. Qu'en est-il de la chambre d'enfant que j'ai rénovée chez mes parents? Quand j'ai demandé à récupérer certains articles que j'avais achetés, ma mère m'a informé qu'ils avaient déjà reconverti l'espace en une chambre d'amis ordinaire. Les $5000 que j'y avais investis s'étaient envolés, un rappel de la façon désespérée dont j'avais autrefois essayé d'acheter leur approbation. Par l'intermédiaire de l'oncle Robert, qui a maintenu le contact avec les 2 côtés de la famille, et de quelques amis communs, j'ai découvert que mes parents avaient finalement résolu leur situation financière. Ma sœur, de manière surprenante, a pris un 2e emploi de réceptionniste le soir, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait, mais la nécessité l'a forcée à changer. Greg a dû reporter l'achat de la nouvelle voiture qu'il désirait tant. Cela a provoqué des tensions dans leur mariage. Tante Linda a également aidé financièrement, ce qui a de nouveau rapproché les 2 sœurs. L'oncle Robert a maintenu le contact, envoyant des cadeaux d'anniversaire et de Noël pour Jake et appelant de temps en temps pour prendre des nouvelles. Il est devenu un allié inattendu dans la famille élargie, montrant que les principes peuvent parfois être plus forts que les liens du sang. Tante Linda et moi avons développé notre propre relation au fil du temps. Après avoir initialement essayé de servir de médiatrice, elle a finalement reconnu les préjugés de mes parents et est devenue une présence de soutien occasionnel dans la vie de Jake, prouvant que certaines personnes peuvent vraiment changer quand elles le veulent. Il y a 2 mois, j'ai reçu une lettre de ma mère.
Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était un début. Peut-être avons-nous été injustes envers toi et ta famille au fil des ans, a-t-elle écrit. Et j'ai dit des choses terribles quand Jake est né. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais j'aimerais que tu envisages de nous donner une chance de connaître notre petit-fils. J'ai appris par des amis communs que mes parents ont dû faire face non seulement à des difficultés financières, mais aussi à la condamnation sociale lorsque leur attitude envers leur propre petit-fils est devenue connue dans la communauté. J'ai répondu en proposant une rencontre en terrain neutre, un parc près de chez nous. J'ai établi des règles claires. Pas de commentaires sur l'apparence de Jake. Pas de tentative de racheter leur place dans nos vies. Pas d'attentes irréalistes. Notre première rencontre a été inconfortable mais civile. Ma mère a pleuré en voyant à quel point Jake avait grandi. Mon père était visiblement nerveux mais a fait un véritable effort pour interagir avec Jake. J'ai limité la visite à 30 minutes. David, bien qu'initialement réticent en raison du traitement qu'il avait reçu, a accepté des visites supervisées car il croyait que tout le monde méritait une seconde chance s'il démontrait un réel changement. Depuis lors, nous avons autorisé de petites visites supervisées toutes les quelques semaines. Les choses ne seront plus jamais comme avant, et c'est une bonne chose. Notre relation est maintenant basée sur des limites claires et un respect mutuel, non sur l'obligation et la culpabilité. La décision de retirer ma famille de mon régime d'assurance maladie n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de reconnaître enfin ma propre valeur et celle de mon fils. Il s'agissait de briser un cycle toxique de préjugés qui aurait pu se poursuivre pendant des générations. Aujourd'hui, je regarde mon fils jouer avec son père dans le jardin de notre nouvelle maison. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Il grandira en sachant qu'il mérite le respect, que sa valeur n'est pas déterminée par sa couleur de peau, et que le véritable amour ne vient pas avec des conditions. Et moi, j'ai enfin compris que je méritais la même chose. Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles pour protéger vos enfants des influences négatives? Comment avez-vous géré la situation? Dites-le moi dans les commentaires. Pour vous tous qui êtes dans des relations familiales toxiques, souvenez-vous que parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de poser des limites. Parfois, la famille qui compte est celle que vous créez, pas celle dans laquelle vous êtes né. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et souvenez-vous, vous méritez mieux.